C'est pas mal. Bon, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. À plus d'un titre, déjà, c'est un vrai honneur même d'être devant l'Académie pour des séances. La deuxième chose est que le TPN est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et la troisième chose, c'est que comme ça a été rappelé par Monsieur Revol, je ne suis pas chirurgien plastique, je suis chirurgien digestif et plus particulièrement colorectal. Donc j'ai peut-être une vision qui est un peu plus polarisée sur le TPN, mais je vais quand même essayer d'être particulièrement objectif sur cette revue de la littérature, de l'evidence-based medicine, des résultats et potentiellement des bénéfices du TPN. La première chose, c'est que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires Brottier, mais que je les remercie encore une fois d'être autant impliqués dans l'evidence-based medicine et de la recherche clinique de qualité qui est si chère à mon cœur. Donc, en travaillant sur ce topo, qui ne passe pas, mais je vais quand même faire ça. Voilà. En travaillant sur Topo, j'ai commencé par, excusez-moi, refaire un tour sur PubMed pour essayer de retrouver les différents articles qui présentaient les résultats de la thérapie par pression négative. Et la première idée, c'est que le premier article que j'ai retrouvé, le plus ancien, publié sur PubMed, il date de 1997, il est sous vos yeux, il nous présentait déjà la base de ce qu'allaient devenir les potentiels bénéfices, ou en tout cas les arguments qui étaient utilisés par le TPN en termes de résultats. Donc c'est une étude qui est une étude expérimentale chez le cochon, comme c'est habilement indiqué par la petite photo en haut de la diapositive. Et l'idée, c'était que on faisait des plaies avec perte de substance chez le cochon, on mettait un TPN par rapport à un pansement simple, et globalement, vous voyez qu'il y avait une diminution en bas à gauche du nombre de micro-organismes dans le groupe TPN, donc on suspectait qu'il y avait peut-être un peu moins d'infection ou de surinfection de ces plaies ouvertes, mais on ne sait pas très bien si c'est corrélé à un quelconque bénéfice sur le plan clinique. Et à droite de la diapositive, une augmentation, une accélération de l'apparition de tissus de granulation dans les plaies dans le groupe TPN. Donc l'idée, c'était, comme l'a très bien expliqué M. Revol, c'était on va aspirer, faire un pansement aspiratif sur la plaie avec perte de substance, et ça va permettre donc d'accélérer la cicatrisation de ces plaies par cicatrisation dirigée. Alors, depuis 97, on a sur PubMed énormément de publications, puisque au moment où j'ai préparé cette diapositive il y a à peu près un mois, eh bien, vous voyez qu'on en était à 4711 publications qui étaient le résultat d'une recherche avec comme mot-clé Negative Pressure Wound Therapy, donc TPN. Donc ça fait évidemment énormément de papiers, donc je vais tous vous les résumer un par un. Mais de façon peut-être plus synthétique, je vais vous présenter les revues de la littérature, et en particulier, comme l'a dit M. Revol, les méta-analyses sur de la Cochrane. Alors, il faut bien quand même comprendre, comme ça a déjà été dit d'ailleurs, qu'effectivement, le TPN a été utilisé dans de multiples indications très hétérogènes, et qu'évidemment, eh bien, on a potentiellement des résultats qui sont différents en fonction des pathologies qu'on va prendre en charge par le TPN et en fonction des types de cicatrices qu'on va prendre en charge par le TPN. Alors, pour essayer de comprendre un peu les choses, de schématiser notre pensée et de classer un peu les choses, je suis parti du rapport de l'HAS. Ce rapport de l'HAS, il date maintenant de quelques années, il date de 2010, il a été un peu mis à jour en 2016, et globalement, il avait pour objectif d'essayer de standardiser les indications du TPN, ce qui fait qu'on va pouvoir, à partir de là, standardiser la présentation des résultats en termes de bénéfices potentiels en fonction de ces indications. Donc globalement, l'HAS retenait deux types d'indications majeures. La première indication, c'est celle qui a motivé l'idée, je pense que c'est vraiment qui motive tout le monde pour utiliser potentiellement le TPN, c'est la cicatrisation dirigée. On a une perte de matière post-opératoire ou post-traumatique, ou quelle que soit l'origine. Ça peut être aussi d'ailleurs un abcès de paroi après une cicatrisation qui était initialement une cicatrisation fermée, mais qui va se réouvrir secondairement. Et on va utiliser le TPN pour permettre d'accélérer la cicatrisation complète de cette perte de matière. Alors l'HAS sous-classe en termes de cicatrisation dirigée deux types de plaies, les plaies aiguës
avec donc une perte de substance étendue ou profonde avec ou sans infection. Donc en pratique, ça veut dire d'une part les abcès de paroi, d'autre part les pertes de substance, soit parce qu'on a fait une amputation, parce qu'on a fait une exérèse cutanée importante, parce que c'est une plaie traumatique. Et deuxième sous-catégorie, les plaies chroniques, qui sont évidemment complètement différentes en termes de physiopathologie et probablement de biologie, l'ulcère de jambe, les escarres, le pied diabétique, qui sont des plaies qui sont particulièrement difficiles à prendre en charge. Pardon. Le deuxième type d'utilisation du TPN qui était proposé par l'HAS, qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la laparostomie ou le ventre ouvert. L'idée à ce moment-là, c'est pas forcément d'accélérer la cicatrisation. C'est pas pour ça qu'on fait une laparostomie. Le plus souvent, on fait une laparostomie parce qu'on ne peut pas fermer la paroi abdominale. Pourquoi on ne peut pas la fermer? Le plus souvent, c'est parce qu'on veut limiter le risque de compression intra-abdominale et donc de syndrome du compartiment abdominal. Donc, ce qu'on veut avec le TPN, c'est permettre la fermeture de la paroi en absorbant un peu ce qui va se passer dans le ventre pour diminuer le risque de pression intra-abdominale et donc faciliter, une fois que les choses sont réglées, la fermeture secondaire de la paroi abdominale. Alors, on va, en termes de présentation des résultats, on va commencer par peut-être là où il y a le moins de littérature disponible pour qu'on commence par les choses simples, et c'est les résultats de la laparostomie. On a quand même un certain nombre d'études sur le sujet, si on se cantonne aux résultats du TPN pour la laparostomie, et on a cette méta-analyse qui est de bonne qualité sur le plan méthodologique, qui a été publiée en 2016, qui regroupe 8 études, un peu plus de 1000 patients, et globalement, car évidemment, dans les études, c'était assez hétérogène, mais qui comparait le TPN versus autre méthode. Autre méthode, c'était le plus souvent le fameux sac de Bogota, comme on fait en pratique courante, ou d'autres méthodes un peu plus anecdotiques pour contrôler la laparostomie. Globalement, les résultats de cette méta-analyse, c'est qu'il n'y avait aucune différence quand on comparait le TPN à un groupe, certes un peu hétérogène, mais quand même principalement le sac de Bogota, pas de différence significative en termes de taux de fermeture aponeurotique à long terme, de morbidité globale à long terme, de fistule entérocutanée à long terme. On avait dans cette méta-analyse absolument aucune donnée sur le temps avant la fermeture de la paroi définitive. Est-ce que le TPN avait quand même un intérêt pour accélérer les choses et pour finalement arriver à contrôler la laparostomie le plus rapidement possible? On a heureusement en 2016 un essai randomisé qui a répondu à cette question. Là, c'est un peu plus homogène parce que c'est une seule étude. C'est TPN versus Bogota-Bac, 75 patients. Et vous voyez les courbes de survie de la laparostomie, entre guillemets, qui montrent clairement que les deux courbes sont superposables. Donc, il n'y a en fait aucune différence. La TPN en laparostomie ne permet pas de fermer un peu plus rapidement l'abdomen et de contrôler. Donc, clairement, il n'y a pas de bénéfice clair dans la littérature du TPN pour la laparostomie. Bien. On passe évidemment à un groupe plus compliqué qui est la cicatrisation dirigée, mais qui est peut-être potentiellement un peu plus intéressant sur le plan conceptuel, puisque c'est à la rigueur pour ça qu'on a inventé le TPN. Et là, on a une multitude de méta-analyses de la Cochrane qui ont été proposées. Alors encore une fois, j'ai décidé de commencer par les choses de plus en plus complexes. Donc, on va commencer par les choses un peu simples, c'est les plaies chroniques. Les plaies chroniques, donc je vous rappelle ce qui avait été défini l'HAS, c'était plaie diabétique, escarre, ulcère de jambe. Vous voyez qu'on a une méta-analyse par étiologie, ce qui est plutôt une bonne idée, ça rend les choses bien homogènes en termes de résultats. La Cochrane a beaucoup travaillé sur le sujet, donc c'est vraiment hyper intéressant. Le problème, c'est que vous le voyez, on a à chaque fois un certain nombre d'essais randomisés qui sont inclus dans les études et que globalement, les conclusions de l'ensemble de ces méta-analyses, c'est qu'on ne peut pas conclure. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas conclure? On ne peut pas conclure parce qu'en fait, l'ensemble de la littérature qui est disponible est de mauvaise qualité, si ce n'est de très mauvaise qualité, et que donc la Cochrane, qui fait toujours une évaluation de la qualité des études qu'elle inclut dans sa méta-analyse, a décidé de rejeter l'ensemble des essais randomisés qui avaient été publiés parce qu'il les trouvait potentiellement extrêmement biaisés. Donc c'est impossible de démontrer un bénéfice en l'état actuel de la littérature du TPN pour la cicatrisation dirigée. Bon. Pour les brûlures, on a une méta-analyse un peu plus spécifique avec, là, vous le voyez, un seul essai randomisé.
Et globalement, on n'a pas les résultats à long terme de cet essai randomisé, c'est que des résultats intermédiaires. La Cochrane a encore une fois refusé d'inclure cet essai dans sa méta-analyse. Par définition, c'est difficile de faire une méta-analyse avec une seule étude. Et donc, données insuffisantes, données non concluantes, on n'a aucun bénéfice démontré dans les brûlures. Pour les plaies aiguës, donc encore une fois, je vous rappelle, les plaies aiguës, c'était un peu plus homogène. Les plaies aiguës traumatiques, et puis on a ensuite les plaies avec des pertes de substance, avec des cicatrisations dirigées. Donc les plaies aiguës traumatiques, une méta-analyse, 7 essais randomisés. Je vous ai mis les forest plots. Donc en termes de taux de cicatrisation complète, quand on compare TPN avec un pansement simple, il n'y a pas de différence significative. Il y a autant de malades qui arrivent à la cicatrisation complète dans le TPN versus le pansement simple. C'est heureux. En termes d'infection du site opératoire, parce que je vous rappelle encore une fois, dans la première étude de 1997, on suggérait qu'il y avait potentiellement une diminution du taux de micro-organismes après TPN. En fait, sur le plan du bénéfice clinique, on n'a pas d'intérêt majeur du TPN, puisqu'il n'y a aucune différence significative quand on compare les fractures ouvertes, les autres plaies traumatiques qui sont gérées par TPN ou par cicatrisation simple, un pansement simple. Vous voyez encore une fois, pas de différence significative. En termes de qualité de vie, qui sont un endpoint qui a été plutôt récemment inclus dans les essais randomisés, ce qu'il faut bien comprendre quand même que le TPN, ça a un impact sur la qualité de vie parce que c'est une machine qui est complexe, comme ça a été dit par M. Revol fort justement. Il n'y avait pas de différence significative, quelle que soit la méthode qui était utilisée, TPN, encore une fois, versus pansement simple. On arrive à le sujet qui, à mon sens, est le cœur du sujet, c'est ce qu'a appelé la Cochrane les wounds healing by secondary intention, ce qui veut dire en fait la cicatrisation dirigée, comme on l'entend tous, perte de substance ou abcès de paroi, et on obtient une cicatrisation progressive jusqu'à une cicatrisation complète, une cicatrisation dirigée, comme on l'entend à peu près tous, je pense. Cette méta-analyse, elle a été publiée relativement récemment. Vous voyez que si on suit le diagramme, on est plein d'espoir. La Cochrane a reviewé 586 papiers publiés dans PubMed. Elle en a quand même exclu un certain nombre, évidemment, mais ça commence à devenir pas mal puisqu'elle en a exclu 556 qui, en fait, ne parlaient pas du tout de ça. C'était le titre, on avait l'impression que c'était potentiellement ça, mais en fait, ça n'avait rien à voir. Donc, seulement 32 papiers ont été lus intégralement et vérifiés qu'on pouvait les inclure dans la méta-analyse. Le problème est qu'à partir de là, on en a enlevé 29 dont les raisons sont explicitées dans la méta-analyse, et globalement, c'est parce que c'est extrêmement de mauvaise qualité sur le plan méthodologique. Il nous en reste, plus que 2 qui peuvent être inclus potentiellement dans la méta-analyse. Et là, on est extrêmement déçus en fin de parcours, parce qu'en fait, la Cochrane, encore une fois, rejette l'ensemble de ces 600 papiers. Aucun n'a une méthodologie qui est suffisamment satisfaisante pour pouvoir être inclus dans une méta-analyse. Donc, à ce stade de la compétition, on pourrait presque s'arrêter et dire, en 2021, on n'a aucune idée de savoir si le TPN sert à quelque chose dans quelques indications que ce soit. Ça pourrait être un peu décevant. J'ai quand même décidé de pousser un peu la recherche. Et donc, j'ai retrouvé ce papier, qui est un essai randomisé, qui date de 2014, qui m'a semblé être hyper intéressant parce que c'était la prise en charge des abcès de paroi. On a une plaie, ça se réouvre parce qu'on a un abcès de paroi, on fait sauter les points et on se dit, oh là là, je vais peut-être mettre un TPN, ça va accélérer les choses, ça va absorber le plus, ça va être super. Et cet essai randomisé, je suis d'accord, il n'y a pas énormément de malades, mais enfin, il a le mérite d'exister. 10 patients versus 10 patients, TPN versus alginate. Et là, je me suis dit, c'est parfait en fait. Quand on regarde le primary endpoint de cet essai randomisé, qui était le temps avant cicatrisation complète, vous voyez qu'il y a potentiellement dans cet essai une cicatrisation plus rapide avec le TPN. Et là, évidemment, n'écoutant que mon ego surdimensionné, je me suis dit, la Cochrane a totalement tort de ne pas avoir inclus cet essai randomisé. C'est évident, il y a un bénéfice majeur du TPN. Je ne vois pas pourquoi on continue à discuter. Le problème est qu'en fait, quand on regarde en détail, comme il faut toujours faire, les critères d'inclusion et les comparaisons entre les deux groupes, on s'aperçoit qu'il y a effectivement peut-être un problème. On s'aperçoit que l'indice de masse corporelle moyen dans le groupe TPN, donc c'est le groupe VAC dans cette étude, il est beaucoup, beaucoup plus faible. Certes, ce n'est pas significatif, mais enfin, je vous rappelle que c'est 10 malades versus 10 malades, donc s'il y avait 11 malades versus 11 malades, ça serait significatif. Il est beaucoup plus faible que dans le groupe alginate, donc c'est assez
on peut le penser, c'est assez logique qu'une plaie sur une paroi beaucoup plus fine cicatrise plus vite que sur une plaie beaucoup plus épaisse. Et de la même façon, quand on regarde la surface de la plaie initiale et la profondeur de la plaie initiale, eh bien, ces deux variables sont quand même plus faibles, si ce n'est beaucoup plus faibles, dans le groupe VAC. Donc, il y a effectivement potentiellement un biais. Les deux groupes ne sont pas comparables. Il est très probable que dans le groupe VAC, les cicatrices avaient un peu plus de probabilité de cicatriser plus vite en dehors de toute forme de management. Et donc, on est un peu embêté pour conclure, et je comprends finalement le TPN. Donc, si là, la Cochrane, et si on conclut de manière très simple, en cicatrisation dirigée, je vous rappelle, il n'y a aucun bénéfice démontré. En laparostomie, on n'a aucun bénéfice démontré. Donc, finalement, sur les premières idées qu'on pouvait avoir sur le TPN, on arrive à se conclure qu'il n'y a aucun intérêt démontré à utiliser le TPN. Le problème est que si on va un tout petit peu plus loin, et j'ai presque fini ma présentation, c'est qu'on pourrait peut-être suggérer que le bénéfice du TPN est là où on ne l'attendait pas. Et moi, j'ai été très surpris, agréablement surpris de retrouver ces papiers qui sont très récents dans la littérature. Je suis tombé sur cette méta-analyse de la Cochrane qui date de l'année dernière, où je suis un peu tombé de ma chaise parce que le titre, c'est « Le TPN pour les plaies qui sont suturées ». Donc, une espèce de TPN prophylactique. J'ai une plaie suturée, tout est complètement fermé, et je mets mon TPN par-dessus, vous allez voir, ça va très bien se passer. Et bien, moi, je me suis dit, mais je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Alors, plusieurs surprises quand j'ai étudié cette méta-analyse. La première chose, c'est qu'il y a en fait 31 essais randomisés qui se sont intéressés à cette idée. Donc, c'est beaucoup. Donc, je dois être le seul à ne pas trouver ça intéressant. En fait, ce n'est pas vrai. C'est très intéressant. Et quand on regarde le taux d'abcès de paroi, quand on fait TPN prophylactique versus pansement simple sur une cicatrisation fermée, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une diminution significative des abcès de paroi après TPN prophylactique, ce qui est un bénéfice qui est extrêmement important. Et quand on regarde en fait les types de plaies sur lesquels ça pourrait avoir un bénéfice particulièrement important, on s'aperçoit d'un truc qui est extrêmement, à mon sens, intéressant en termes de concept, c'est qu'il existe en fait un bénéfice au TPN prophylactique uniquement pour les cicatrices propres ou propres contaminées, avec donc globalement l'idée que quand on a une plaie qui est de toute façon très sale, le TPN n'arrivera pas à compenser, mais quand on a une chirurgie qui n'a pas vocation à faire d'abcès de paroi, donc des malades qui sont plutôt à faible risque, eh bien le TPN arrive à diminuer de manière significative encore le taux d'abcès de paroi, et ça me semble une idée qui est extrêmement intéressante. Donc, en conclusion, eh bien, la TPN, il y a de nombreuses études, je vous rappelle, près de 5000 études qui ont été publiées, mais finalement extrêmement peu de travaux de bonne qualité sur le plan méthodologique. Il faut quand même retenir qu'il y a un intérêt probable, même si ça va probablement être confirmé dans de nombreuses autres études, mais un intérêt probable dans les plaies suturées en utilisation prophylactique après une chirurgie propre ou propre contaminée. Par contre, il n'y a aucun bénéfice démontré en cicatrisation dirigée, et en particulier, je vous le rappelle, aucun intérêt en termes d'accélération de la cicatrisation dirigée. Et la Cochrane, mais nous aussi, réclamons tous des bonnes études de qualité, bien faites sur le plan méthodologique, pour pouvoir conclure à un potentiel bénéfice ou non du TPN. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette revue bibliographique. Ça marche? Ça marche. Menée tambour battant est extrêmement intéressante. Je ne sais pas pour les plaies suturées, mais pour les plaies chirurgicales, traumatiques, tumorales ou infectieuses, il ne semble pas exister de données dans la littérature qui soient en faveur de la thérapie à pression négative.